Stop cette folie sur la suprématie de l'homme. Le clivage nous a fait ennemis. Je jette ma bague sans remords. Fini les insomnies au bord des larmes de désespoir. Lorsque la méfiance barre la route à l'harmonie, faut me laisser choix. Très bien. Effectivement, c'est vrai que cette question de la diversité des profils humains, tu as parlé de droits humains. Comment les entreprises peuvent s'en emparer pour en faire aussi un outil de performance sur la question du développement à l'international? C'est vrai que peut-être que si, comme tu le disais, les entreprises avaient au sein de leurs équipes pas uniquement effectivement des hommes, c'est un peu caricatural, mais en tout cas l'exemple est assez frappant. Si une entreprise n'avait pas que des hommes pour décider dans un COMEX de lancement de produits pouvant s'adresser effectivement aux femmes et aux hommes, pour ce qui concerne les marchés internationaux, si les entreprises avaient au sein de leurs équipes des personnes pouvant aussi, pourquoi pas, avoir une ascendance internationale, des origines d'autres pays. Est-ce que, du coup, ça pourrait contribuer à la performance, justement, économique? Parce que le plus difficile en matière de diversité, de RSE, c'est vraiment un moment que l'entreprise se pose aussi des questions sur au-delà des droits humains, mais c'est quand même, malgré tout, quel retour? Parce que l'entreprise, c'est aussi sa performance, c'est quand même aussi sa pérennité. Mais quel retour puis-je attendre d'une politique diversité RSE pour la conquête des marchés internationaux? Alors, à la fois en diversifiant les profils et à la fois en respectant l'éthique dans les affaires, c'est-à-dire, on en a déjà parlé ce matin, que ce soit du gagnant-gagnant entre les entreprises localisées en France et leurs clients ou fournisseurs à l'international. En fait, ce sont des relations basées sur la transparence. Et finalement, on se rend compte que ça crée des opportunités de développement. Et du coup, on rentre dans un cercle vertueux puisque en créant des opportunités de développement, ça peut attirer aussi des talents auxquels on n'aurait pas pensé. Ça dynamise l'image de l'entreprise et à travailler sérieusement, comme on en a parlé ce matin, par une approche systémique, à la fois dans le traitement de l'humain et dans le traitement des affaires, on a aussi une maîtrise des risques juridiques et en termes d'image. Donc ça, ce n'est pas anodin parce que ça peut coûter très cher et ça peut apporter préjudice au développement économique de l'entreprise. Ah, Mireille, on ne t'entend pas, tu n'as pas remis ton micro. Voilà, merci. Effectivement, quand on parle du coût pour l'entreprise, des risques liés à la perte d'image, Dieu sait qu'on investit, une entreprise aujourd'hui investit énormément pour se construire une image, une marque employeur, une marque d'entreprise, et prendre des risques justement sur ces volets-là. Le coût pourrait être extrêmement important et tu fais bien de le souligner. Alors justement, en termes d'opportunités, on va peut-être faire la transition avec peut-être Pascal Crépy, avant de revenir à Najat Lechler et à nos autres intervenants. Pascal Crépy qui nous rejoint depuis l'Afrique. Pascal, je te donne la parole, tu nous diras la fois où tu te trouves en ce moment. Tu as déjà eu l'occasion de nous le dire dans le cadre de l'atelier. Nous, on a pu se retrouver sur Discord tout à l'heure en atelier. On a pu partager avec toi. Donc, je te donne la parole, Pascal. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Pascal Ayayi Crépy, je suis d'origine africaine. Je suis né au Togo, j'ai grandi au Cameroun et j'ai rejoint la France à l'âge de 10 ans, où j'ai effectué toute ma scolarité. Donc, durant mon parcours, j'ai exercé d'abord en collectivité territoriale, chez Sodexo et ensuite au MEDEF. Et donc, à l'origine, je suis spécialiste de la RSE depuis une vingtaine d'années. Puis, il y a 8 ans à peu près, je me suis demandé, à l'âge de 40 ans, en quoi est-ce que je pouvais être utile
à mon continent, mon pays d'origine, en quoi est-ce que je pouvais aussi en même temps aider les entreprises françaises, puisque moi-même, je suis ce qu'on appelle un pur enfant de la diversité. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur au départ. Et c'est un cabinet de conseil en affaires dont le but était de faciliter les affaires entre les entreprises, les entrepreneurs français de mon département, dont je précise très bien, le Val d'Oise à l'origine, mais aussi ma cible était des PME et non des grands groupes. Parce que généralement, les grands groupes, notamment ceux qui sont en Afrique, ont leur circuit, ont leur approche, et les grands groupes n'ont pas besoin de moi. Donc, du coup, j'ai joué ce lien-là de facilitation en affaires. Seulement, dans mon modèle d'affaires, j'imposais à mes clients une clause de responsabilité sociale à travers un outil qui a été initié par Jean-Baptiste Foucault et Patrick Loquet en France, qui s'appelle les clauses sociales d'insertion. Autrement dit, je vous aide à aller gagner des parts de marché dans les pays d'Afrique subsaharienne, mais je vous invite aussi à recruter local, à recruter des stagiaires localement, mais aussi à investir dans les environnements où vous intervenez. Voilà, c'était un peu ça mon modèle. Et donc, j'ai eu quelques expériences qui ont abouti, bien sûr, et puis d'autres qui ont moins abouti. Actuellement, je travaille pour une PME, une industrie lyonnaise, en tant que directeur export et ensuite directeur Afrique. Et du coup, en fait, lorsque j'ai été recruté par cette entreprise, mon expérience, mon parcours des 8 ans avec une double culture française et africaine, connaissant les réalités des entreprises françaises, des préoccupations des entreprises françaises, mais aussi le fonctionnement des entreprises africaines, j'ai été recruté pour essayer de mettre en œuvre cette approche-là. Et j'avoue que ça marche. Ça marche parce que très rapidement, on a compris qu'en fait, en tant que PME, il fallait qu'on soit sur place et qu'à distance, ce n'était pas évident. Et donc, sur une année, par exemple, sur l'exercice 2019, nous avons beaucoup voyagé. On était quasiment en Afrique. J'ai fait 6 voyages de prospection, notamment dans le Golfe de Guinée. Nous avons ciblé le Golfe de Guinée dans un premier temps. Le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire. C'est important parce que dans ces pays-là, même si ce sont des pays indépendants, il n'y a pas vraiment de frontières d'un point de vue culturel. Les peuples se collent et les passages sont plus faciles. Les traversées des frontières sont plus faciles. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, malgré le Covid, malgré les règles qui sont difficiles, nous arrivons à voyager, à traverser dans ces pays-là. Donc, nous sommes allés, on a choisi le Togo dans un premier temps pour tester. Qu'est-ce qu'on a fait? On a signé une charte locale de diversité au sein de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette charte? On s'est dit, voilà, on va déjà, moi-même, je suis recruté en tant qu'enfant d'origine étrangère. Ensuite, on crée une structure de droit local dans laquelle nous associons des Africains, des Togolais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre représentation, nous avons 2 associés qui sont partie prenante. Donc, ils se sentent concernés. Ensuite, nous avons ouvert à la diaspora. Voilà. Donc, la diaspora qui, pour la plupart, souvent des cas, font beaucoup de transferts d'argent pour des besoins familiaux des familles, d'éducation, mais qui n'investissent pas beaucoup dans les capitaux des sociétés. Pour la plupart, pour diverses raisons, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais aussi parce que les priorités vont souvent plutôt pour les familles. Donc, et ça motive, ça encourage. Ils veulent être partie prenante, ils veulent être associés, ils se sentent concernés. Et donc, du coup, ben oui, quand on se sent concerné, lorsqu'on est associé dans une entreprise française implantée dans un pays africain, on a envie, on est encore plus motivé pour que ça marche. Et du coup, dans le cadre de notre démarche développement durable, l'associé local, qu'il soit du pays ou qu'il soit issu de ce qu'on appelle de la diaspora, Madame disait tout à l'heure que la diaspora n'était pas le mot approprié, je suis d'accord avec vous, mais l'Africain issu de la diaspora, du coup, a envie de faire aussi des choses pour sa communauté. Et du coup, ça rentre tout à fait dans le cadre de notre démarche RSE. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans chaque environnement où nous intervenons, modestement,
nous essayons d'impacter notre environnement local en fonction des problématiques constatées et remarquées. Par exemple, dans le cadre de la crise Covid, nous avons fait comme beaucoup d'entreprises françaises, nous avons apporté quelques masques pour aider. Actuellement, nous sommes en partenariat, nous sommes en train de signer un partenariat avec un centre de formation dans les métiers de l'industrie au Togo. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut former 2-3 jeunes dans nos métiers qui apprendront comment monter nos équipements. Et si ça marche, pourquoi ne pas les embaucher justement dans le cadre de notre service après-vente et intervenir chez nos clients. Là, c'est un intérêt économique. Et l'intérêt humain, c'est quoi? C'est qu'on va former des gens qui sont souvent en situation de, lorsqu'ils ne sont pas formés, dans des situations de précarité, et aussi un moyen pour nous, après les 2, après les 3, peut-être de faire l'expérience sur un plus grand nombre pour lutter contre le chômage. Voilà un peu modestement mon introduction sur l'expérience que je mène aujourd'hui avec Hydrimpex, qui est une PME lyonnaise en Afrique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Crépy, vraiment pour ce témoignage fort. C'est vrai qu'on aurait aimé poursuivre encore plus parce qu'on sent bien que vous en avez encore sous le pied. Mais en tout cas, on aura l'occasion de revenir sur ces échanges un peu plus tard. Nous allons maintenant donner la parole à Najat Leshger. Najat Leshger, donc, qui nous fait le plaisir d'être là. Najat Leshger, manager diversité et égalité de General Electric. Alors, j'espère que vous n'entendez pas tout le boucan que j'ai autour de moi. Il y a juste un chantier à proximité. C'est un peu compliqué, mais bon, j'espère que vous ne l'entendez pas. Donc, Najat Leshger, je voulais souligner, j'ai proposé à Najat d'être la marraine de notre association parce que Najat, en fait, c'est une militante qui porte ses valeurs depuis tellement d'années. Najat a permis, lors du lancement du forum que nous organisons aujourd'hui, elle nous a apporté la caution vraiment morale en étant la première entreprise importante à nous dire « oui, je vous suis ». Elle nous a suivis de fort belle manière. Elle arrivait toujours la première et repartait à la fermeture des portes. Donc, merci beaucoup Najat. Si l'association grandit aujourd'hui, il faut se souvenir des tout débuts et c'est grâce à toi. Tu es une grande dame dans le domaine et on a plaisir ici donc à t'accueillir. Najat, on va revenir donc sur cette thématique de la RSE, de la diversité dans un contexte international. Toi qui travailles justement dans ce contexte international avec General Electric, la division Europe qui se trouve à Belfort, mais également la division Monde, que tu puisses un peu nous dire comment tu vois les choses, comment faire de la RSE, de la diversité, un enjeu de performance à l'international. Et pourquoi pas, tu pourras peut-être nous dire aussi un mot sur l'Afrique. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Mireille, pour tous ces mots très, très gentils de ta part. C'est vrai que pour moi, c'est un engagement de longue date. Je suis sur cette thématique depuis 2006, quand on a signé la charte de la diversité. Et on a fait signer cette charte à 50 entreprises le même jour. Je me rappelle encore comme si c'était hier, c'était le 14 décembre 2006. Donc, ça fait vraiment, oui, de très, très, très longues années que je suis et je continue à travailler sur ce domaine. Et je peux dire que je suis fière d'avoir réalisé beaucoup de choses, notamment différents labels, aussi bien le label égalité, diversité, un label international, où j'avais aussi, le GIS, où j'avais intégré d'autres business de GE. Et puis, toute ma relation avec les différentes associations où j'essaye aussi à mon modeste niveau d'intégrer, de faire participer et de faire entrer des jeunes dans notre entreprise et puis dans ce groupe international. Donc, la diversité, c'est vrai, et l'inclusion pour nous, c'est plus un enjeu c'est très important parce que pour nous, c'est lié avec des enjeux de performance économique, de capital image
et aussi de détection et rétention des potentiels. C'est aussi pour nous un enjeu social parce que General Electric a toujours fait en sorte d'être en phase avec le monde qui l'entoure, avec chaque environnement de où se trouve chaque business. Ça me mène directement à la relation avec l'Afrique. L'Afrique, pour nous, c'est un continent qui est très, très important et qui représente des opportunités très intéressantes. C'est un continent très jeune où la population aspire à beaucoup de progrès et ils font en sorte aussi justement d'apporter ces progrès pour ce continent. Donc, General Electric investit beaucoup. Je me rappelle en 2016, je crois qu'on avait investi plus de 2 milliards en Afrique. Et dernièrement, en fait, on a aussi carrément nommé un directeur, un PDG directeur pour gérer l'Afrique, qui est basé, il me semble, il est basé en Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont bons. Qui devient aussi la Côte d'Ivoire, elle devient aussi le siège social de General Electric en Afrique. Alors, on a beaucoup de contrats avec l'Afrique pour des constructions dans le domaine de l'énergie, de l'aviation, de la santé, des transports. Dernièrement, on a on a signé un gros contrat avec, dernièrement, c'était en 2016, pour des centrales électriques avec le Côte d'Ivoire. Et on a aussi un gros projet de transport ferroviaire avec la RDC. On a pas mal aussi de projets avec le Maroc. On a construit beaucoup de centrales électriques. Et on continue à travailler avec tous les pays africains. Et je pense que la force de General Electric en Afrique, c'est que quand on s'installe, quand on veut une relation durable avec l'Afrique, on emploie les Africains, les salariés du pays. On est en fait pour être au plus proche du client et pour comprendre les besoins du client. On a des salariés qui sont basés ou qui sont recrutés dans le pays en question. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que il n'y a pas mieux de comprendre les besoins d'un client que de comprendre sa culture, sa langue, ses besoins sur place. Ça, c'est une politique que General Electric a toujours défendue, a toujours promis pour développer son business et particulièrement en Afrique. Merci infiniment, Najat, pour ce beau témoignage et sur vraiment tout ce potentiel, ce continent jeune et cette approche à l'international avec une vision vraiment sur un développement durable, en tout cas un développement axé sur le long terme. Et s'appuie aussi sur les talents locaux, les talents connaissant bien la culture. Et là, on peut vraiment dire que donc la diversité, c'est ça aussi, c'est de pouvoir mobiliser ces talents pour les mettre finalement aussi au service de la performance durable de l'entreprise. Oui. Et j'avais aussi, je voulais aussi vous parler d'un projet qui me tient à cœur. C'est un projet que j'avais développé avec différentes entreprises, différents grands groupes qui sont basés en France, qui ont des filiales en France, que j'avais fait avec l'Égypte, avec le gouvernement égyptien. C'était c'était au Caire avec un quartier qui s'appelle quartier des chiffonniers, où les jeunes filles n'avaient pas du tout le temps ni la possibilité d'aller à l'école. Donc, ce qu'on a fait avec ces grands groupes, c'est qu'on a permis à ces jeunes filles de suivre une scolarité et ensuite de pouvoir aller passer des stages dans ces grands groupes. Et on a ainsi formé plus de 4000 jeunes filles. Et il y en a pratiquement plus de 30% qui ont été embauchés justement par ces grands groupes. Et on continue encore le projet. Ah ben, bravo. Et j'aimerais tellement justement
mettre en œuvre ce projet-là aussi dans d'autres pays en Afrique. Eddy Josepho, dirigeante de CIFER, fondatrice et dirigeante de CIFER International, va prendre la parole. Eddy, ton déploiement, tes activités entre l'Afrique, les Émirats arabes unis et l'Europe, cette démarche internationale et cette connaissance aussi de la question de la diversité dans un contexte international. Eddy, tu as la parole. Oui, tout à fait. Alors, mais aussi, je vais rebondir sur les interventions précédentes. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi, oui. J'ai dû basculer sur mon petit portable à cause de mon problème ordinateur. Voilà. On te voit très bien. Merci. Alors, je reviendrai principalement sur deux aspects. On parlait de coopération, donc coopération française-européenne avec l'Afrique, donc les coopérations inter-entreprises. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a aussi la coopération culturelle, éducation, puisqu'il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, il y a quand même des programmes spécifiques depuis à peu près 2 ou 3 ans qui ont été initiés, principalement le programme PAD et le Fonds pour l'enseignement français, le FSPI, qui est toujours compliqué parce qu'on a des abréviations de titres de programmes qui sont très longs. Et ce sont des fonds de solidarité pour l'éducation au niveau international. Voilà. Et ces programmes qui sont menés en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, ainsi que BPI France, puisqu'elles se font par l'intermédiaire d'accompagnement des entreprises françaises à l'export. Et donc, pour rejoindre l'intervention de M. Crépy, je crois, qui est du Togo, ce type d'intervention bénéficie aussi de subventions particulières et de certains programmes de financement qui sont non seulement franco-français, mais aussi qui sont européens. Et la première initiative européenne d'accompagnement financier pour l'inclusion de transfert de compétences, non seulement principalement pour les Africains de la diaspora en Afrique, puisqu'il faut toujours revenir à un souci majeur que connaît aujourd'hui le continent africain, c'est qu'il y a un problème de standardisation de l'éducation et de la formation. Et donc, arrivé à un certain niveau, lorsqu'il y a des gros contrats ou des gros projets, on voyait avec General Electric, il n'est pas toujours évident de trouver toutes les bonnes compétences de haut niveau sur un même site. Donc, à ce niveau-là, donc, il y a des structures institutionnelles qui se mettent en place pour construire des partenariats avec des centres de formation, avec des lycées techniques et autres, de façon à pouvoir promouvoir les compétences, la formation de compétences pour qu'elles soient disponibles sur le terrain. Donc, ça, c'est un aspect très important dans la responsabilité sociale et des entreprises. C'est donc de participer à cet effort d'éducation, cet effort de formation, de manière à impulser de manière globale et non pas uniquement au coup par coup. Et c'est une initiative institutionnelle, mais qui concerne l'ensemble des entreprises installées sur le territoire africain. Et c'est cela qu'il faut mettre en évidence. Et c'est ça qui peut apporter une autre dimension dans les parcours de compétences locaux, de manière à ce qu'elles soient disponibles pour pouvoir accompagner les entreprises dans le déploiement de leurs activités. Voilà. Merci beaucoup, Eddy. On pourra revenir sur d'autres aspects de la diversité. Il faut aussi, alors un autre aspect, c'est le deuxième aspect, mais je serai un petit peu moins prolixe parce qu'il y a eu un gros déficit de la gouvernance africaine elle-même en matière d'éducation, de santé, vous le savez, et aussi en matière de financement. Pourquoi il y a un tel frein à l'investissement en Afrique? Ce n'est pas simplement un problème de méfiance, c'est aussi un problème qui est lié aux institutions bancaires, au manque de confiance des institutions bancaires dans le financement des projets des Africains eux-mêmes. Il faut savoir que les taux appliqués des institutions bancaires en Afrique sont extrêmement élevés et ne permettent pas toujours aux PME, PMI locales de pouvoir se développer ou d'avoir accès à des financements à des taux raisonnables.
C'est une réalité, tu as raison de la souligner, et je crois qu'un intervenant lors de la dernière, c'est Monsieur Toa lors de la dernière, du dernier atelier, qui justement essayait de montrer que en Afrique, la difficulté c'est d'accéder au financement et qu'en fait, il essaye, lui de son côté, essaye de faire le lien entre l'Europe et la France en particulier, avec à la fois des compétences recherchées et des financements, et en Afrique, un potentiel de ressources disponibles. Donc, comment avancer sur tout cela? Mais en tout cas, merci beaucoup, Eddy, pour cette démarche, en tout cas ta réflexion sur l'international et sur la RSE et la diversité. Alors, Monsieur Toa, nous nous acheminons vers la fin de cette plénière. Il ne nous a toujours pas rejoint. Peut-être qu'il arrive tout juste. Oui, oui, c'est Monsieur Hervé Toa, c'est ça. Monsieur Toa? Monsieur Toa, vous nous entendez? Oui, ça y est. Oui, bon, Oui, je vous entends. Voilà, ça a été laborieux, mais vous êtes là. Ouf. Ah ouais. Voilà, parfait. Parfait que vous soyez là. Tant mieux. Très bien. Alors, Monsieur Toa, merci à vous d'être là. Ouais. On va tout de suite vous laisser la parole. Hein. Vous connaissez la thématique. C'est vraiment votre parcours aussi à l'international, en Afrique. Et, que dire de comment vous voyez les choses? Bon, écoutez, je prends un peu de cours, hein, donc je vois par rapport à l'atelier tout à l'heure. Ce que je dis, moi, donc depuis la fin de mes études, mon objectif en tant que binational, c'était de développer des compétences en France et ensuite aller les mettre à disposition disons, de l'évolution du continent. Donc pour ça, j'ai entrepris une carrière bancaire donc chez BNP Paribas et très vite, j'avais compris. Donc en rentrant dans un grand groupe, on pense avoir l'opportunité de tout de suite aller à l'international et faire jouer sa multiculturalité, mais il y a le fameux plafond de verre dont vous parliez tout à l'heure dans le cadre de la diversité ou de la mixité, donc auquel j'ai été confronté aussi, et j'ai très vite compris que aller être cadre d'origine ivoirienne en Côte d'Ivoire pour un groupe bancaire, c'est beau sur le papier, mais en pratique, ça ne se fait pas. Donc l'idée, pour moi, c'était au bout de 10 ans, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que... et puis bon, il y a aussi des avantages, donc j'en ai bénéficié, c'est les échanges avec les entrepreneurs, parce que moi j'étais banquier d'entreprise, donc j'avais affaire aux TPE-PME, et donc de là, se sont noués des contacts sur mes origines, la Côte d'Ivoire, et pourquoi on n'y irait pas, et donc voilà, d'échange en échange avec des entrepreneurs donc français, est venue l'idée d'aller développer un courant d'affaires de ce type, c'est-à-dire accompagner des entreprises locales, donc françaises, vers l'Afrique de l'Ouest. Parce que, effectivement, certains en tout cas, sentaient l'intérêt pour la diversification de leur activité, aussi pour la conquête de nouveaux marchés, parce que entrepreneur, c'est un fait, mais c'est aussi surtout un état d'esprit, donc de recherche d'opportunités, de développement. Donc certains étaient toujours en cette démarche. Donc c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, et maintenant ça fait 5 ans que j'accompagne donc des entreprises comme ça. Et donc sur le fait d'entreprendre, même sur bon, moi je connais précisément le cas de la Côte d'Ivoire, donc c'est l'Afrique de l'Ouest, hein, mais sur le fait d'entreprendre notamment en Afrique subsaharienne, j'entendais là tout de suite l'écueil du financement. C'est vrai, c'est un vrai sujet. Et bon, j'ai eu entre-temps aussi l'opportunité de travailler donc, en tant que banquier d'entreprise en Côte d'Ivoire. Et là, pour le coup, c'était rigolo comme en tant que banquier multinational. Donc, mon métier, c'était d'accompagner les entreprises européennes qui arrivaient pour développer leur activité, mais en tant que banquier cette fois. Et ce qui était drôle à voir, c'est que quand une entreprise européenne arrive, donc là, on est dans le secteur on vous perd de temps en temps, monsieur. On vous perd de temps en temps. Ah oui, j'ai une intermittence dans une instabilité sur la région. Vous êtes en Côte d'Ivoire en ce moment? Non, même pas, je suis à Paris. Oh, bon, mais... Vous voyez, alors, Pascal Crépy, depuis le Togo, a une meilleure connexion, vous voyez? Bah oui, je sais pas, peut-être que je suis un peu loin de la source, mais
Ok. En fait, la problématique du financement joue beaucoup sur la compétitivité des entreprises africaines d'une part, et du coup les développements aussi des partenariats avec les entreprises européennes. Donc, ce qui fait que pour que ce soit gagnant-gagnant, il faut vraiment réfléchir bien en amont à la façon d'articuler ce que recherche l'entreprise européenne et ce que peut offrir et recherche aussi l'entreprise africaine ou les ressources humaines. Sur la diversité en tant que levier aussi pour ce type de projet, il faut qu'on fasse aussi de la sensibilisation auprès des personnes issues des continents africains, par exemple, pour leur dire que, OK, vous voulez rentrer ou partir, même pour ceux qui n'y sont jamais allés, en tout cas partir en Afrique, mais vous ne pourrez pas rentrer dans les mêmes conditions que vous étiez en Europe. Parce que souvent, ils ont le projet, mais ils n'ont pas, entre guillemets, ce sens du sacrifice. Pour donner mon exemple, entre mon métier de banquier en France et celui que j'ai exercé en Afrique, mon salaire a été divisé par 2. Donc, les conditions de vie permettent de supporter le coût, mais psychologiquement, il y a quand même ce niveau-là à passer. Je gagnais moins qu'au chômage en France, par exemple. Vous voyez. donc voilà, c'est aussi ça qui doit conduire la dynamique. Et bon, voilà, moi, je trouve qu'en France, il y a tout un arsenal disponible pour accroître la compétitivité nationale des entreprises françaises. Et on joue beaucoup dessus. Et moi, j'invite aussi les membres de la diaspora. Bon. Ah, vous m'avez perdu? Oui, là, ça va. Je disais qu'il y a tout un arsenal en fait, voilà, de dispositifs pour accompagner les projets des entreprises françaises vers l'Afrique et qu'il faudrait sensibiliser donc, les entrepreneurs même issus du continent à tout cela pour qu'ils puissent en profiter autant que des moyennes ou des grandes entreprises des ETI françaises. Voilà. Super, merci beaucoup. Betoa, c'est vrai qu'à la fois un message d'espoir, oui. C'est vraiment aussi d'inspirer ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes, qui auraient envie, pourquoi pas, de s'engager aussi dans cette démarche dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, de se dire c'est possible. C'est possible, en tout cas, à travers votre témoignage, on a envie de dire voilà, qu'il y a de belles possibilités. Les choses ne sont pas faciles, mais c'est possible. Très bien. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un, soit une personne de l'équipe, souhaite intervenir? Oui, Elisabeth. Oui, au début de cette conférence, tu m'as interrogé sur voilà, la RSE, la diversité, etc. Nous, à l'AFNOR, on ne se dédouane pas des interventions à l'international, puisqu'on est présent dans à peu près une trentaine de pays, et notamment sur le continent africain. Et on parlait de transfert de compétences tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance, justement, de participer à un jumelage européen, alors plutôt Afrique du Nord, avec la Tunisie, où on est arrivé avec d'autres experts en soutien à la mise en place d'un label qualité tourisme, justement, suite à une volonté du gouvernement tunisien de redorer l'image de la Tunisie, et c'est un aspect économique qui n'est pas négligeable. Et l'erreur qui aurait pu être commise, c'est d'arriver avec notre modèle franco-français et de le coller en Tunisie, ce qui était voué à l'échec, bien évidemment. Et en fait, on a travaillé beaucoup avec les Tunisiens et Tunisiennes qui travaillaient sur le tourisme. On a rencontré les professionnels aussi, c'est-à-dire les gens qui avaient des chambres d'hôtes, des hôtels. On est allé voir les sites de visite pour vraiment proposer après en partenariat, vraiment en lien, c'était vraiment de la coopération, un référentiel qui puisse servir de base pour faire avancer tout le monde. Et j'ai fait la même chose aussi au Maroc sur un label qui s'appelle Certicrèche, qui a été créé par deux consultantes au niveau du Maroc et qui a pu être déployé, et ça permet de découvrir des modes de fonctionnement différents, de les
de les ingurgiter, de les analyser et en lien avec justement toutes ces formes. Enfin, moi, j'ai rencontré des personnes formidables, de pouvoir faire un transfert de compétences et de faire en sorte que ça continue. Je l'ai fait aussi sur les pays, des 5 pays francophones, plutôt africains, plus sud et centre, sur justement comment dynamiser les incubateurs d'entreprises pour développer et coordonner un peu ce bouillonnement de volonté entrepreneuriale qui peut exister aussi au niveau africain. Donc c'est vraiment des expériences intéressantes, mais ça forge vraiment. Enfin, si on n'arrive pas avec une ouverture d'esprit et une volonté de coller à la réalité des pays dans lesquels on est, c'est voué à l'échec, bien évidemment. Mais c'est des enrichissements mutuels. Clairement. Ce sont quelques exemples de ce qu'on peut faire. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Elisabeth Ferro-Vallée. Je rappelle, experte auprès du groupe AFNOR sur la question de l'égalité de la diversité. Merci beaucoup. C'est vrai que là, on est tous convaincus qu'avec vos témoignages, chacune et chacun pourra se saisir d'une bonne pratique, d'un projet, en tout cas que vous avez décrit ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, surtout, restez bien connectés à suivre quand même toutes les conférences. Il faut basculer sur Twitch, ce n'est pas toujours évident, mais sur Discord, où vous avez l'ensemble des conférences qui sont donc transmises. Alors, Pascal Crépy, je sais que vous nous suivez donc depuis déjà un moment. Restez connectés tant que vous le pourrez. Et... J'avais un petit dernier mot. Oui, j'avais un petit mot. Allez-y. Je voulais inciter les PME françaises à continuer à oser l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Oser l'Afrique aussi avec des jeunes d'origine africaine qui sont là-bas, ceux dont on parle de la diaspora, qui peuvent énormément apporter au pays. Monsieur Dowa parlait de la question des salaires qui peut diviser par deux. Mais je dirais avec un peu d'altruisme désintéressé que ce n'est pas que ça. L'Afrique donne tellement et elle donnera tellement aux PME françaises que nous avons intérêt à co-investir, à co-travailler et à co-participer pour le développement de nos entreprises et le développement de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Juste, s'il te plaît, Mireille, juste une phrase, enfin un petit mot pour compléter le mot de la fin de M. Crépy, parce que d'ailleurs, il faudrait qu'on reste en contact, M. Crépy, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et je voulais juste revenir, parce que tu le sais que chaque année, on organise au sein du comité le salon des startups. Et donc, j'accompagne effectivement des startups africaines principalement pour présenter leurs projets à Dubaï. Mais en fait, je les accompagne de façon automatique, même si ce n'est pas véritablement mon rôle, mais je les accompagne non seulement au niveau de la préparation de leur pitch, parce que ce qu'on observe le plus souvent, c'est que la plupart des jeunes entrepreneurs n'ont pas vraiment la capacité à comprendre et à formuler véritablement leur projet, en plus dans une langue étrangère, parce que tout se passe en anglais, de manière à capter des investissements. Il faut aussi savoir que la plupart des fonds d'investissement pour l'Afrique, ils sont étrangers à l'Afrique. Ils ne sont pas africains. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très rares. Ils sont dans les pays anglophones, principalement le Nigeria, par exemple, le Kenya. Mais en Afrique francophone, il y a très peu de fonds d'investissement africains financés par des Africains, non seulement de la diaspora, mais aussi des Africains qui ont beaucoup d'argent. Il y a des fortunes africaines qui ne participent pas au développement de leur pays. Ils préfèrent acheter des châteaux en Espagne, des belles voitures, plutôt qu'on d'investir dans le développement endogène de leur propre pays. Et ça aussi, ce sont des pratiques qui doivent évoluer. Donc, je pense qu'il y a matière à faire, il y a matière à se concerter, et il y a matière à amener ces personnes de la diaspora à participer de façon active à la constitution de fonds ou alors à adhérer à des fonds africains pour le développement. Je suis désolée, l'heure. Voilà, merci. Ça court et du coup, on va devoir passer le micro. Arrivé au terme de cette vidéo, si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir l'association, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je ne verserai pas une larme. Tant de remises en question pour
cette folie sur la suprématie de l'homme. Le clivage nous a fait ennemis. Je jette ma bague sans remords. Fini les insomnies au bord des larmes de désespoir. Lorsque la méfiance bat